Bonjour à tous et à toutes, et désolé pour le léger retard, on va commencer tout de suite cette nouvelle conférence. Avant de parler de comment booster son SEO lors d'une refonte, les petits rappels techniques, maintenant vous connaissez probablement par cœur, mais au cas où, n'hésitez pas pour discuter, réagir, nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, ou même faire des remarques tout au long de cette conférence. N'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion ou chat. Pensez juste bien à basculer votre petit bouton bleu au-dessus de la zone de frappe de OT Panelist vers tout le monde. Vous cliquez juste dessus, vous passez sur tout le monde, comme ça tout le monde peut bien vous lire. Si vous avez des questions, privilégiez plutôt l'onglet Q&R, questions et réponses. Et Alban et Benjamin seront là pour vous répondre. Alban et Benjamin, je vous laisse prendre la parole. Très bonne conférence à tous. Merci Elsa, bonjour à Merci. tous, rebonjour à ceux qui étaient là en début d'après-midi. On va enchaîner du coup sur le programme. Donc du coup, déjà pour commencer, on va faire une petite séquence de présentation. Je commence pour le coup. Donc moi, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu aujourd'hui, je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle d'expertise chez Cybercité. Donc Cybercité, pareil, je vais essayer de ne pas trop faire de redite avec ce qui a déjà pu être dit, mais agence web marketing spécialisée dans l'acquisition digitale sur les leviers SEO, SIA, ainsi que sur la partie content marketing, social media, social ads, et également la brique optimisation de la conversion. Avant de laisser la parole à Benjamin, juste pour dire qu'on a déjà eu une conférence ce matin pour ceux qui étaient là sur le sujet de la refonte. Alors l'objectif, ce n'est pas de faire de la redite, on est sur une extension, on va dire, qui nous permet justement de donner non plus seulement uniquement la vision agence SEO, mais on a invité du coup notre partenaire DND, donc qui est agence Tech, et que Benjamin va présenter de manière beaucoup plus avancée. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, moi, Benjamin, je suis consultant e-commerce pour l'agence DND. Donc pour entrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait chez DND, on est une agence digitale qui est spécialisée dans la création de plateformes e-commerce, donc que ce soit sur la partie B2C ou B2B. Donc on intervient un peu sur tous les pans de la création de plateformes, autant sur la partie conseil que sur la partie design, et enfin en finalité sur la partie développement ou maintenance. Donc voilà, on accompagne pas mal de nos clients. Pour ne citer que, on va trouver par exemple Palais d'été, Maison du Chocolat, Atoll des Opticiens, donc un panel de clients assez diversifié. Donc on accompagne pour certains depuis très longtemps, car on a été créé en 2004. Donc aujourd'hui, on a monté une expertise principalement sur des technologies type Adobe Commerce, donc anciennement Magento, ou Eurocommerce. Donc voilà, donc je vais accompagner Alban sur ce webinaire pour parler un peu plus de la partie technique et web d'une refonte e-commerce. Et c'est notamment le moment de vous parler donc du sujet de notre webinaire aujourd'hui, donc comment booster son SEO lors d'une refonte de site e-commerce. L'intérêt de ce webinaire, c'est de vous proposer un peu toutes les meilleures pratiques qu'on va pouvoir retrouver lors d'une refonte, l'accompagnement que peut donner l'agence Cybercité et une agence SEO aux côtés d'une agence web telle qu'on peut le faire nous aujourd'hui. Je pense que le plus intéressant pour introduire un peu le principe de ce webinaire, c'est de se parler de quelques chiffres. Alors on va pas passer sur tous ces chiffres-là, on va en retenir deux qui me semblent très intéressants. Aujourd'hui, une personne sur deux commence son parcours d'achat sur une recherche Google. C'est pour ça que l'aspect SEO des choses, lorsqu'on fait une refonte e-commerce, est au centre des attentions, autant pour la partie business que pour la partie technique. On a 75% des personnes qui ne dépassent pas la première page de résultats, donc un vrai intérêt à venir pousser le référencement lors de cette refonte. Et puis, cette refonte, c'est tout un travail parce on peut partir de loin et il y a beaucoup de choses à intégrer. Et on intègre notamment de toutes les parties en fait de l'entreprise lors de la refonte. Je pense que Alban, tu vas nous parler un peu de tout le défi qu'est une refonte e-commerce. Ouais, juste pour rentrer un peu plus dans le détail. effectivement, juste pour compléter sur les chiffres, pour ceux qui veulent creuser un peu ces sources-là, vous pouvez trouver ce type de chiffres sur HubSpot.fr ou sur SEMrush ou directement sur les sites de Google. Et effectivement, Benjamin a raison, sur la refonte, c'est un vrai défi. On va parler aujourd'hui des particularités et des enjeux qu'on peut retrouver à ce moment-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu le moment de tous les possibles. On a vraiment
tout le monde finalement, et on va en reparler, hein, qui est concerné par le projet de refonte généralement. Donc, pour nous, en tant qu'agence SEO, c'est à la fois un défi de répondre aux problématiques du client, mais également de faire valoir la voix du SEO dans une multitude de problématiques. Et là, pour le coup, les problématiques, Benjamin va vous en donner un petit aperçu pour savoir dans quel contexte on se retrouve en mode refonte. Et je rebasculerai sur la partie SEO ensuite, effectivement. Ouais, les problématiques, en fait, on en retrouve plusieurs et c'est souvent les mêmes. C'est pour ça que l'image de la vieille voiture était plutôt adaptée. C'est qu'aujourd'hui, quand on vient pour faire une refonte e-commerce, on a un site qui a certes été éprouvé, qui a la plupart du temps un design qui n'a pas été revu depuis son lancement. Donc, ça fait partie des points les plus importants qui sont à retravailler. On a une partie web performance qui forcément est en baisse. On est sur des technologies qui peuvent être un peu plus vieillissantes. Donc, ça nécessite en fait de renouveler tout ça. Et puis enfin, on a l'aspect plus business. On a des attentes consommateurs qui sont bien différentes aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a 5-6 ans. Donc forcément, on veut revoir tout ça. On veut le revoir avec ses équipes métiers. On veut le revoir avec son agence web. Et puis au sein de tout ça, on a forcément, du fait du vieillissement de sa plateforme, on a aussi des optimisations sur la partie SEO qui sont plutôt limitées. Et aujourd'hui, on a besoin de travailler cette partie SEO, on a besoin de se donner les moyens en fait d'avancer sur cette partie référencement. Et ça, bien évidemment, c'est pas forcément le travail de l'agence web, c'est le travail d'une agence SEO, et c'est là qu'intervient la relation, et c'est là que démarre en fait toute la relation au sein d'une refonte e-commerce. C'est à partir du moment où on fait intervenir l'agence SEO, ce qui crée un écosystème d'interlocuteurs. Et Ouais, ces différents interlocuteurs, c'est là que ça devient faut qu'on compliqué, trouve une place. effectivement. C'est là que ça devient compliqué. Excuse-moi, je te coupe un tout petit peu. Les interlocuteurs, ils sont divers à ce moment-là. Effectivement, des fois, l'agence SEO arrive après l'agence tech, des fois, l'agence tech arrive après l'agence SEO. Donc, ça fait déjà 2 prestataires à gérer pour vous en tant qu'annonceur. Et au-delà de ça, il y a d'autres interlocuteurs qui rentrent dans le game, comme on dit, parce que finalement, comme je disais, la refonte, c'est le moment de tous les possibles. Ça veut dire que ça concerne tout le monde, souvent dans l'entreprise, donc en tout cas de nombreux services qui vont être impliqués de près ou de loin dans certains choix que vous allez faire. Et il y a des avis divergents qui vont être à piloter dans un contexte où il faut savoir conserver du leadership en interne pour ne pas se laisser croquer, hein, tout simplement, arriver à garder une priorisation faite sur les vrais objectifs, ça c'est réellement indispensable. Pour nous, en tant qu'agence SEO, on a évidemment une nécessité de rappel, de tiers de confiance sur la partie visibilité Google, qu'on vous rappelle régulièrement. Et le piège, en fait, dans lequel on voit souvent les gens tomber, c'est dans le fait de vouloir trop satisfaire ou sursatisfaire tout le monde. Euh, voilà, les gens pensent avoir le savoir ultime et pensent que tous leurs problèmes liés au site web et au digital vont être résolus lors de la refonte, alors que parfois on aurait tendance à vouloir lotir et prioriser, sachant que pour nous, en tant qu'agence SEO, l'essentiel, la priorité absolue, c'est de maintenir l'existant. Donc, on doit toujours essayer de conserver cette vision-là et de la transmettre à nos interlocuteurs, que ce soit au niveau de l'agence tech, qui généralement est à notre écoute sur ces problématiques-là, on a rarement de soucis de ce côté-là, et de l'autre, le décideur, finalement, qui pilote ces agences, qui pilote ces prestataires, attend de la proactivité, mais doit également conserver du leadership pour ne pas perdre de temps et prendre des retards, finalement, dès le démarrage, dès les questions des choix de techno, quoi. Oui, tout à fait. Ce choix de techno, tu en as bien parlé, il intègre en fait énormément de variables. Aujourd'hui, on est face à un marché de plateforme e-commerce qui est très développé, qui tend à se développer de plus en plus avec des nouvelles technos, avec de nouvelles fonctionnalités. Mais aujourd'hui, on est toujours face à la même problématique quand on a des annonceurs qui arrivent, c'est quelle plateforme est la plus adaptée à mon besoin. Il n'y a pas de plateforme miracle. Il n'y a pas celle qui va couvrir l'intégralité des cas qu'on va pouvoir rencontrer. Aujourd'hui, il faut savoir choisir en fonction
de son activité, B2C, B2B. Chacune des plateformes ne vont pas avoir forcément les mêmes atouts sur l'un ou sur l'autre. Mais il faut aussi voir en fonction de ses ambitions, en fonction de sa capacité, qu'elle soit financière ou humaine. On a aujourd'hui des plateformes qui sont sur le marché et qui permettent en fait, qui sont définies comme up to place, c'est-à-dire on fait l'installation et c'est prêt, on est prêt à vendre. Et ça va correspondre plutôt à des typologies d'annonceurs qui ont besoin d'accélérer sur le web, qui ont un time to market qui va être très limité. Et puis à côté de ça, on a des plateformes qui vont être plus personnalisables, plus customisables, où là, on va pouvoir venir ajouter des plugins, faire des développements, parce qu'on a des grosses communautés, parce qu'on a des modules, de nombreux modules qui sont déjà existants. Et en fait, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte bien avant de commencer sa refonte, parce qu'il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Et parmi les points qu'on va retrouver dans le choix de la plateforme, il y a ces aspects SEO, et c'est un point à prendre en compte et à bien identifier avant même de se lancer sur telle ou telle plateforme. C'est quels sont les atouts SEO que peuvent m'apporter cette plateforme-là, qu'est-ce que je vais avoir out of the box, et comment je vais pouvoir demain venir m'imposer sur mon marché avec les qualités de ma plateforme. Je pense que c'est une question que vous avez assez régulièrement, vous, côté SEO. C'est rigolo que tu parles de ça parce que justement, toi-même, tu dis que quand on est voué à développer le site web, il y a quand même besoin d'un brief solide avant de choisir la techno et les CMS et les frameworks, etc. Et ce qui est marrant, c'est que nous, finalement, qui représentons une brique de tout ça, bah, on nous questionne régulièrement quel est le meilleur CMS pour le SEO, comme si c'était ça qui allait devoir absolument dicter le choix. Et ça nous arrive de dicter ces choix-là. Par confort, quelque part, nous, je veux dire, si on nous laisse le choix, on va forcément s'orienter sur des technos qu'on connaît bien, qu'on connaît le mieux, alors que parfois, pour certains acteurs, et je pense aux e-commerçants, aux pure players, parfois, avoir un dev spécifique parce qu'il y a des besoins très spécifiques, ça va être beaucoup plus pratique. Donc, on a eu une conférence ce matin d'Adrien que je vous invite à regarder en replay si vous êtes en mode choix de CMS, qui est super intéressante. Évidemment, on va vous donner des conseils, évidemment, on va vous recommander certaines choses, mais on n'aura pas l'intégralité du spectre. Donc, effectivement, on va vous faire on va vous proposer des WordPress, des PrestaShop, des Magento, des choses qui sont standards, ou alors vous vous orientez vers du dev propriétaire quand on voit qu'il y a trop de spécificités. Mais derrière, on sait très bien que de toute façon, ce n'est pas nous, entre guillemets, qui allons emporter ce choix-là. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire en sorte que le choix il se porte sur un prestataire à même de maîtriser sa techno. Du coup, je ne sais pas si tu veux me dire peut-être quelques mots sur les technos que vous privilégiez, vous, côté DND ou... Nous, c'est vrai qu'on en a parlé, un petit peu au début sur notre spécialité et sur le travail, les technologies avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Je vais parler plus précisément de Adobe Commerce, du coup, parce que c'est vrai que c'est une solution avec laquelle on travaille maintenant depuis plus de 10 ans. Nous, Adobe Commerce, ce qu'on aime bien sur cette solution-là, c'est qu'on a un cœur de solution qui permet de couvrir pas mal de demandes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités-là, mais aujourd'hui, Adobe Commerce nous permet de couvrir les sitemaps, les robots TXT, les méta, tout ça. On a tout un panel de fonctionnalités out of the box qui sont intéressants et qui sont exploitables. Et c'est vraiment justement pour ça que nous, on conseille cette solution aujourd'hui. C'est qu'on a cette base-là, donc qui, d'expérience, nous permet déjà de faire coïncider certains besoins qui sont exprimés par les agences SEO avec le natif en fait de la solution. Et puis à côté de ça, comme je disais au début, en fait, on a un panel de modules qui vont venir se rajouter et qui vont venir développer en fait tous les aspects SEO, qui sont parfois des modules un peu couteau suisse, qui vont venir s'implanter un peu partout sur la plateforme et qui viennent couvrir les besoins au fur et à mesure. Et c'est ici qu'on se rend compte en fait qu'on bénéficie de l'expérience de la plateforme, on bénéficie des essais qui ont été faits par d'autres annonceurs sur Adobe Commerce parce qu'ils ont déjà travaillé dessus et parce qu'on a des contributeurs dans la communauté. Mais l'objectif de tout ça et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que toutes ces fonctionnalités-là, il faut les imaginer au départ. On va en parler pendant la refonte,
Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir, en fonction de la plateforme qu'on va choisir, quels sont les objectifs qu'on va viser. Donc, les objectifs sur la partie business, mais aussi les objectifs sur la partie référencement. Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme ambition et comment on se donne les moyens de les atteindre. C'est ça, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté transmettre et maintenir un existant. Et en fait, nous, on s'aperçoit souvent que dans cette définition d'objectif, on se retrouve parfois face à justement une cartographie de l'existant et de savoir quelque part sur le point de départ qui est un peu faible. Donc nous, on a toujours un gros job finalement d'audit de l'existant et de cartographie de l'existant qu'on doit faire pour s'assurer d'avoir des objectifs fiables et de savoir ce qu'on va devoir maintenir absolument, des choses qui sont peut-être plus secondaires. Donc, le référencement, j'en ai parlé tout à l'heure dans une autre conf, mais on a 3 grands blocs. On a le bloc technique qui va nous concerner nous deux directement, et puis on a également le bloc éditorial et le bloc maillage externe. Euh, Sur la tech, on va déjà s'assurer de connaître bien le site dans lequel on évolue, le volume de catalogue, catégorie, sous-catégorie, page produit. En gros, reproduire un petit peu le crawl de Google pour essayer de bien connaître les typologies de pages qu'on a à notre disposition. Derrière, on va mettre ça en relation avec l'audience, hein, quelles sont les typologies de pages qui apportent plus ou moins d'audience pour, encore une fois, savoir ce qu'on risque de perdre si on cut une partie du site ou une autre. Et en parallèle de ça, on va s'assurer de connaître également les aspects éditoriaux, quelles sont les pages sur lesquelles on a des positions et sur quels mots-clés, quels sont les mots-clés sur lesquels on est visible sur Google aujourd'hui, et quels sont du coup ces termes sur lesquels on ne doit absolument pas tergiverser, ce qui nous permet de faire des analyses de risque où finalement, dès le départ et dès les premières discussions avec le client ou avec l'agence, on sait qu'un changement majeur, si on se rend compte, nous, que ça va impacter, même dès les maquettes, on peut voir que par exemple, un moteur de recherche interne va remplacer une navigation catégorie sous catégorie, nous, on va dire attention, ça veut dire que toute cette partie-là du site, qui représente aujourd'hui X% de votre audience, demain, si vous faites ça, elle est à risque. On ne dit pas vous allez la perdre parce qu'on ne peut jamais être catégorique en SEO. Par contre, c'est une analyse de risque et c'est censé être le plus précis possible. Et idem pour les pages qui reçoivent des backlinks, donc des liens externes. Voilà, c'est super important d'avoir cette connaissance-là. Je pense que effectivement, tu as raison et on arrive sur un point important. Bon, alors qui a déjà été abordé dans d'autres conférences, mais je pense que c'est bien qu'on en reparle parce que là, on est vraiment sur cette partie complémentarité. J'en parlais au début, nous on intervient sur cette partie design, c'est-à-dire qu'on fait pas que la partie développement, on n'est pas que dans la technique. On intervient aussi sur cette partie design et on intervient surtout sur cette partie wireframe. Dans la refonte, on a cette partie expérience utilisateur qui va venir apporter en fait énormément de sujets sur la table lors des échanges entre agences web et annonceurs. Et nous, on travaille donc énormément les wireframes, toute l'expérience utilisateur qui va tourner autour du futur site. Et si aujourd'hui, il y a un point à prendre en compte quand on crée ces wireframes, au-delà de l'expérience que va vraiment apporter le site, il y a cette partie SEO qui doit être intégrée dès le début et qui doit être intégrée dès les premières wireframes qui vont être produits. Tout simplement pour éviter un espèce d'effet tunnel où on va mettre des équipes marketing d'un côté qui vont travailler sur de l'expérience, qui vont s'imaginer des maquettes, et pour qu'au final, Alban se retrouve avec un site qui ne correspond pas du tout aux attentes SEO, avec du dynamisme partout qui ne permet pas en fait ne permet pas au bot de crawler toutes les pages. Donc voilà, nous ce qu'on préfère faire, c'est intégrer une agence SEO dès le début de la conception, intégrer toute l'expertise en fait que va avoir l'agence SEO sur la mise en place des maquettes, ce qui nous permet en fait d'avoir un cycle itératif où chacun vient apporter ses compétences et sur la partie expérience utilisateur et sur la partie SEO, pour qu'au final, en fin de projet, on ne se retrouve pas avec de mauvaises surprises ou des rajouts financiers qui seraient beaucoup trop importants à absorber pour un annonceur. Et tu parlais de mauvaises surprises, je pense que le terme est vraiment celui-là, hein. Enfin, moi, j'ai des cas que j'ai pu rencontrer de catastrophes industrielles totales sur des pertes d'audience massives pour des raisons
purement lié à ça, à ce côté de discussion en amont sur des systèmes, parce que le décideur, en gros, veut siloter sa prise de décision. Donc, il va parler technique qu'avec son agence technique, il va parler SEO qu'avec son agence SEO. Et en fait, même si les agences essayent de se parler, ils n'ont pas forcément tous les éléments décisionnels qui ont conduit en fait à la prise de décision. J'aime bien citer un exemple que j'ai connu il y a quelques années d'un site qui est sorti et qui a été totalement désindexé de Google pour une raison, une décision que j'aurais dû savoir en fait. J'aurais dû savoir que le client avait demandé à son agence qu'à un moment donné, les internautes provenant des États-Unis ou du Royaume-Uni soient redirigés automatiquement sur le site anglais. Bah, ça, je ne l'ai jamais vu dans aucune spec, dans aucune maquette, etc. Le site, il sort, Google passe sur le site, pouf, IP américaine, redirigée sur le site US, terminé, radical, plus de site français. Et là, on parle de super mots-clés, de visibilité massive et dominante sur un secteur, et de chute totale et de quasi-disparition. Ça a pris 3-4 mois pour récupérer l'existant, et il y a même certains termes qu'on n'a jamais pu récupérer, sauf 2 ou 3 ans après pour certains. Donc, ça peut être vraiment massif. Donc, on va le dire au moins 15 fois, je pense, aujourd'hui, mais intégrer tous vos interlocuteurs en amont, ça évite vraiment les mauvaises surprises. Je ne sais pas si toi, tu as des cas comme ça, mais moi, c'était radical, celui-là. Ici, c'est clair. Alors, dans un moindre mal, on va dire, mais effectivement, on a des cas clients qui n'ont pas du tout souhaité intégrer d'agence SEO au moment de la refonte parce que pas forcément une priorité dès le départ. Et au final, on se retrouve soit à essayer de faire votre travail, ce qui n'est pas du tout notre expertise et ce qui n'a absolument aucun intérêt. Soit on se retrouve avec un site qui sort et puis un client qui se demande pourquoi son site n'est pas assez bien référencé, pourquoi il a été pénalisé par Google. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, notre travail et le travail qu'il faut perpétuer, c'est des échanges sur les spécifications du futur site, sur des recommandations qui sont faites par les équipes de l'agence SEO et qu'on va venir pousser nous au travers des spécifications finales sur lesquelles le client posera son coup de tampon en fin de compte. Du coup, évidemment, l'idée, c'est pas qu'on se fasse l'intégralité des recos, hein, tu es d'accord avec moi, Benjamin, on va pas tous Ouais, faire, heureusement. mais on va faire 3 grands focus sur 3 grands sujets SEO majeurs qui sont des sujets vraiment symptomatiques et conjoints entre agence SEO et agence de dev et qui sont souvent, alors, pour certains négligés et pour d'autres minimisés en termes d'impact. Mais on va y revenir. Donc du coup, le premier que je te propose d'évoquer, c'est le sujet des redirections. Alors ça, bon, globalement, le sujet, on ne peut pas dire qu'il est ignoré. La plupart des interlocuteurs qu'on rencontre ont au moins à un moment donné compris qu'on allait devoir faire des redirections. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La plupart des gens savent que c'est un petit peu le sujet numéro 1, rediriger l'ancien site vers le nouveau site. Sauf que il y a aussi une notion d'anticipation de la complexité. Là, si on parle de e-commerce, tout de suite, en tout cas la plupart du temps, on va commencer à parler de volumétrie, on va commencer à parler de choses qui sont dynamiques. On n'est pas page A va vers page B, page C va vers page D, etc. On est sur quelque chose de plus complexe. Et souvent, nous, ce qu'on observe, c'est que l'anticipation de la technicité, elle ne se fait pas en amont, là encore. Moi, j'ai tendance à dire, dès le kick-off, dès le moment où tout le monde se rencontre, on devrait parler des redirections parce que ça va être majeur et ça va être un point dominant. Et dès le départ, il faut arriver à faire en sorte que la matrice de répartition des rôles, elle soit claire. Parce que, en fait, là encore, il y a une notion d'analyse de l'existant et de comment on va pouvoir le récupérer. Quand tu as une base de données de 10 000 produits, tu sais bien que tu ne vas pas faire du manuel et que tu ne vas pas te faner chaque produit pour trouver la correspondance à la main. Ou même, comme on a pu le faire nous, parfois en dépannage, en dernière minute, créer des moulinettes qui permettent d'aller rechercher le type du produit dans la nouvelle base de données et tu trouves des trucs. Mais c'est des rustines sur des jambes de bois, en fait, de fonctionner comme ça. Alors que dès le départ, finalement, tu peux très bien avoir des correspondances de base entre base 1, base 2, ou faire appel à un spécialiste data ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, normalement, quand tu intègres une agence tech, ces éléments-là, ils doivent être discutés, en fait. Les correspondances d'ID, même sur les catégories, les sous-catégories, enfin, je suppose que nous, on a été amenés à le faire ensemble. On sait que ça fonctionne quand même un peu mieux comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est d'en parler dès le début. C'est que cette partie redirection, il faut l'intégrer à son planning.
Et il faut se définir un plan de bataille. Tu as parlé des responsabilités juste avant, et je pense que c'est très important de l'évoquer ici. Aujourd'hui, nous, on a X façons de mettre en place des redirections sur un site e-commerce selon la plateforme qu'on utilise. Maintenant, voilà, effectivement, il y a le travail de mise en place, il y a le travail de réflexion aussi qui doit être porté conjointement entre l'annonceur et l'agence SEO. Nous, derrière, c'est vrai qu'on a un rôle d'applicant. Par contre, ça fait toujours partie du planning, de à quel moment ce plan de redirection doit être fourni à l'agence web, à quel moment l'agence web va l'intégrer. Tout ça, ça doit faire partie du planning et ça doit faire partie surtout du rôle de pilotage que va avoir le client au sein en fait de cet écosystème de participants et des différentes agences auxquelles il va avoir affaire. Et d'ailleurs, les redirections, ça fait un petit peu le lien avec le deuxième point parce que finalement, quand on parle de cartographie, il y a toujours une portion de ton site qui ne va pas changer en fait. Il y a toujours un ensemble du catalogue. Je sais pas, il va peut-être y avoir 80% des catégories qui vont être exactement les mêmes, des sous-catégories qui vont être exactement les mêmes. Et nous, ce qu'on travaille particulièrement et spécifiquement avec le client, ce sont les éléments qui changent. Et là, tu as besoin, toi, de décisionnel. Tu as besoin que le client et l'agence SEO te disent bah ça change. Ce n'est pas toi qui vas l'inventer parce que ce n'est pas ton job. Donc, bah, nous, là, on parle strat et on parle maintenance de l'existant, des positionnements, mais sur tout ce qui est identique, bah, on sait que toi, tu as les correspondances et que tu vas pouvoir le faire. Et si je te dis $4.1 vers $4.2, bah, ça va se faire en fait. Donc, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Et en fait, ça rejoint un petit peu le deuxième sujet technique, le deuxième type de recours qu'on va être amené à faire, qui concerne plus le workflow, c'est-à-dire un petit peu la même chose, mais sur qu'est-ce qui va se passer après. Quels vont être les différents sujets finalement qu'on va devoir traiter dynamiquement par la suite quand le site sera sorti. Alors, ce que j'appelle le workflow SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la notion de comportement du système, de l'architecture technique du site en cas de modification ou suppression ou désactivation ou déplacement de tel élément. Le cas typique, c'est le produit qui n'est plus disponible en stock. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais une redirection automatique? Est-ce que j'affiche un message? Est-ce que j'affiche une alerte? Et tout ça, en fait, tous ces fonctionnements, ils doivent être cadrés entre l'agence SEO et la capacité qu'a l'agence de créer des devs spécifiques là-dessus. Oui, c'est vrai. Le cas qu'on voit assez régulièrement, c'est typiquement mon t-shirt. Mon t-shirt, il est en stock aujourd'hui, mais demain, peut-être que j'aurai pas de réapprovisionnement. Peut-être que le produit, il est juste en stock il est juste en rupture pour quelques jours. Aujourd'hui, les plateformes nous permettent en fait la plupart du temps de gérer ces différents cas de figure. Un produit qui ne sera jamais réapprovisionné, ça vaut le coup de passer par une redirection pour aller rediriger vers la catégorie mère, par exemple. Et c'est là qu'on voit bien toute l'implication en fait des différentes strates du métier, parce que la notion de réapprovisionnement, elle est portée par un service achat, elle n'est pas portée par un service marketing. Donc on voit bien là toute l'implication des différentes strates, et c'est là l'intérêt de savoir réfléchir à ce workflow en fait en amont de sa refonte, pour savoir comment visualiser le futur workflow une fois que le site sera déployé. Donc c'est très intéressant à prendre en compte. C'est également le cas pour la partie animation commerciale. Une page ponctuelle pour une animation commerciale durant les soldes pendant 3 semaines. Il faut se dire qu'elle va continuer à générer du trafic, donc potentiellement demain il faut savoir la rediriger vers une autre landing page et pouvoir accueillir ce trafic-là au moyen des redirections, justement. Nous, en fait, on doit s'assurer d'anticiper les cas où le client peut lui-même péter son site d'un point de vue SEO parce que il a changé tel ou tel élément. Enfin, j'avais eu un client à une époque qui vendait du vin et qui changeait tous les ans ses fiches produits en changeant le millésime. 2015 devenait 2016, etc. Et il n'y avait pas de redirection automatique, donc il fallait le prévoir, en fait, et ce n'était pas prévu par le système à l'époque. Et en fait, ce workflow, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça commence avant, en fait, le site web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en SEO, on doit être de plus en plus raccord avec l'intention de l'utilisateur
la demande de l'internaute quand il parle à Google, hein, quelque part, quand il lui pose une question qui va être soit une vraie question, soit un mot-clé comme la grippe-pain vintage en l'occurrence. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en SEO, il y a 65-75% des clics sur mobile qui ne partent pas vers les sites web, hein, qui restent chez Google pour plein de raisons, notamment des notions d'affichage, des questions sur lesquelles Google a directement la réponse. Donc les marques, elles ont un vrai enjeu à se montrer sur cette page de recherche. Et derrière, quand on réussit à récupérer le clic, votre vraie homepage, finalement, en SEO, c'est vraiment la page de résultats de Google. C'est la manière dont vous allez communiquer sur Google, la manière dont vous allez écrire vos titres, vos descriptions, que ce soit en SEO ou en SIA ou en Google Shopping d'ailleurs. Hein. J'ai tendance à dire que vous allez chercher un ROI du search au final et pas un ROI SEO d'un côté et SIA de l'autre. Donc du coup, il faut s'assurer que quand on clique, et je pense qu'on a tous connu cette expérience-là, en tant qu'utilisateur de Google, quand vous avez sur Google un résultat avec par exemple un prix ou un affichage de couleurs ou un affichage d'un volume d'avis 4 sur 5, 5 sur 5, et que vous arrivez sur une landing page sur le site qui ne correspond pas à ça, on est tous déçus en fait. Et quand on parle d'expérience utilisateur, ça commence comme ça en fait. Et moi, je le vis souvent parce que j'aime bien faire de la veille sur les billets d'avion. C'est un truc de malade. Entre le prix affiché dans Google, dont on sait comment ça fonctionne, on sait qu'il est remonté dynamiquement et que du coup, c'est une question de mise à jour de flux, c'est des choses qui se travaillent en fait pour essayer d'avoir un maximum de conformité entre le avant et le après. Du coup, pour enchaîner, le troisième point, la troisième recommandation dont on voulait vous parler, c'est une recommandation qui est pour moi synonyme, voire pléonasme du e-commerce, c'est la duplication de contenu. Donc pour résumer très très rapidement, très très simplement, qu'est-ce que c'est que la duplication de contenu? Ce qu'on appelle le DUST, Duplicate URL Same Text, c'est le fait d'avoir plusieurs adresses, plusieurs URL pour un même contenu. Et il se trouve que ça amoindrit finalement la force de la page que vous voulez pousser vis-à-vis de Google, puisque ça vient flouter un peu les informations. Quand on lui donne 10 pages identiques avec 10 URL différentes, Google ne sait pas forcément choisir. Donc il y a un vrai traitement à faire sur ce type de page-là. Et ce type de page-là, il y en a plein en fait en e-commerce. Il y a plein de fonctionnalités qui vont générer de la duplication, les moteurs de recherche internes, la navigation en facettes, et également, que ce soit sur la partie technique, mais également sur la partie purement éditoriale, avec la reprise de descriptifs constructeurs, avec des attributs de conditionnement en 50 grammes, en 100 grammes, on va avoir 2 fiches produits, par exemple. Enfin, toutes ces questions-là, je pense, toi, Benjamin, que c'est des questions que tu dois voir régulièrement, mais qui ne te sont pas forcément toujours présentées avec l'aspect SEO, qui te sont présentées avec l'aspect fonctionnel et pour le coup, e-commerce. C'est vrai. Ouais. On les voit très régulièrement. On les voit très régulièrement. Si je prends par exemple les navigations à facettes, c'est un sujet qui revient très souvent. Effectivement, navigation à facettes veut dire page similaire. Alors page similaire générée avec juste des petits bouts d'URL en plus. Aujourd'hui, on a quand même des solutions qui permettent de bloquer ces URL dupliquées, qui permettent de gérer en fait l'affichage de la page en Ajax, ce qui va éviter de générer des URL supplémentaires. On parlait juste avant de la partie éditoriale. Aujourd'hui, il faut bien se dire que autant sur la partie expérience utilisateur que SEO, comme tu le mentionnais très bien, il faut qu'on ait du contenu d'une fiche produit à l'autre qui soit différent. On a assez de moyens, contrairement à il y a quelques années où on avait un pauvre éditeur WYSIWYG, on a assez de moyens pour contribuer ces pages. Il faut savoir enrichir sa donnée, il faut savoir différencier ces pages les unes des autres. Ça fait partie du travail des webmasters, ça fait partie du travail des e-store managers. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions qui sont proposées par les plateformes justement pour éviter ces duplications de contenu, ou du moins pour les limiter au maximum. C'est marrant que tu parles du PIM parce qu'on m'a posé ces questions-là aujourd'hui. Hein, typiquement, un annonceur qui va lancer sa refonte, qui nous demande des précisions sur comment on peut travailler sur un PIM. Voilà, un Product Information Manager. C'est des éléments sur lesquels nous, finalement, on fait exactement le même job. Hein, on fait des recommandations. Sauf que quand il y a un PIM, on va s'assurer qu'elles sont appliquées beaucoup plus tôt dans le process de création du flux, de création des produits. Et c'est pour le coup des outils sur lesquels on n'a que très rarement d'accès en fait. Hein. On peut faire de la reco, bien entendu, mais là où on a souvent des accès CMS, des accès PIM, c'est parfois peut-être trop stratégique ou trop touchy ou pas
pas encore habituel, on va dire, pour les annonceurs de fonctionner comme ça, mais dans l'idée, on pourrait faire plein de trucs si on prévoyait la conception du PIM ensemble. Je pense qu'effectivement, on y pense peut-être pas encore. Peut-être que c'est pas encore assez entré dans les mœurs, mais aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'aspects SEO qui se jouent directement dans le PIM et qui demandent en fait d'être travaillés en amont sur la structure de données, sur le data model du catalogue. Et je pense que c'est important d'y penser avant même de se parler de l'affichage web en fait de ce catalogue-là. Pour répondre très rapidement à Corinne qui posait la question, Google Panda, non, Google Panda, c'est vraiment, ça ne permet pas forcément de connaître les duplications de contenu, c'est plus le nom de l'algo de Google qui permet de filtrer les pages qui ont des problématiques de contenu faible. Voilà, mais c'est relativement obsolète aujourd'hui de parler de Google Panda puisque c'est totalement intégré à l'algorithme aujourd'hui. Du coup, pour enchaîner, on a vu 3 grands éléments. Il faut bien comprendre que les recos SEO, nous, pour le coup, on a des grilles de lecture SEO et des grilles d'analyse qui représentent plusieurs dizaines de critères. On vous en a listé quelques-uns supplémentaires, comme la notion d'optimisation aide, donc title, métadescription en statique et en dynamique en utilisant des variables, la gestion des hreflang, des sitemaps, la construction des schémas d'URL. Tout ça, c'est des choses, encore une fois, qui se prévoient quasiment dès le départ du projet et sur lesquelles il y a besoin d'une vraie collaboration entre les agences pour s'assurer de la faisabilité. Nous, le pire truc qui peut nous arriver, c'est qu'on nous dise, voilà, on a validé tel site, voilà le site en dev, est-ce que vous pouvez faire une recette? Et qu'on dise, ah bah ouais, mais ça serait bien qu'on fasse remonter le nom du produit à tel endroit et qu'on nous dise, ah ouais, mais ça, on ne l'a pas prévu, ça va rajouter 2 jours de dev, quoi. Ouais, je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges clair. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, alors je vais pas dire qu'on est capable de tout faire. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses en web. Par contre, il faut savoir en fait avoir un cahier des charges qui soit clair. Il faut de la transparence entre SEO et web. Et plus on a d'informations, plus on a de spécifications, plus on est sûr d'avoir un rendu final qui correspondra aux attentes de l'agence SEO et qui aura un vrai gain sur la partie SEO. Donc, je pense que la transparence d'ailleurs, ça fait partie des éléments qu'on voulait aborder sur cette relation entre agence web et agence SEO. On n'aura pas le temps de traiter en détail toutes les questions. Il y a Alexandra qui pose une question à laquelle je pourrais répondre, en tout cas dont on pourrait débattre pendant des heures, les best practices pour la pagination et les facettes. Bon voilà, les facettes, grosso modo, en gros résumé, si on peut déjà choisir ce qu'on peut sortir des facettes et gérer en catégorie quand c'est des combinaisons qui sont beaucoup trop importantes pour être traitées comme ça. Et puis après, il y a aussi les facettes qu'on va vouloir bloquer au crawl pour tout simplement que Google ne perde pas du temps sur des pages et des combinaisons dupliquées en masse. Donc, tu vas avoir la possibilité de gérer ça avec des canoniques. Tu vas potentiellement pouvoir bloquer également le crawl totalement via des systèmes en JavaScript ou de l'obfuscation. Mais bon, voilà, il y a tellement de cas de figure que je ne veux pas faire une réponse à l'emporte-pièce comme si c'était la solution magique. Pour la pagination, c'est un peu pareil. Ça dépend des combinaisons. Il y a plein de produits qu'on peut retrouver sans avoir accès à la pagination, si l'arborescence est bien construite dès le départ. Et puis après, il y a des guidelines avec Remnext, Remprev. On peut également faire du lazy loading sur une partie. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique. Et après, les outils pour la duplication de contenu, voilà, là, c'est pareil, il n'y a pas un outil magique. Déjà, moi, j'ai tendance à dire qu'on voit beaucoup de choses sur Google. Après, si on veut le tester en masse, il y a quelques outils dont je rajouterai les sources directement sur les slides. Ce sera plus simple que de vous les expliquer comme ça. Du coup, pour enchaîner, et puis on va s'approcher de la fin, il faut qu'on se dise aussi que, donc on a déjà parlé de transparence, de prise en compte des sujets en amont. La transparence, c'est vraiment le maître mot entre l'agence SEO, l'annonceur et l'agence technique, voire les autres interlocuteurs qu'il peut y avoir. Ce qu'on voulait mettre en valeur aussi, c'est le fait que quand on bosse ensemble régulièrement, et c'est ce qu'on fait pour le coup avec DND, on déploie de la complémentarité sur le long terme. Et en fait, le fait d'avoir des projets en commun, qui soient successful ou non, ou partiellement, finalement, ça permet quelque part de parfois se planter ensemble, de trouver des solutions ensemble, et derrière, sur le projet suivant, de l'améliorer et d'avoir des process communs. De toute façon, une refonte, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, c'est pour ça que quand on a des agences qui déjà, au départ,
n'ont pas l'habitude de se parler et de communiquer, ça va toujours poser problème en fait. Donc d'où l'intérêt d'avoir des partenaires qui soient le plus communicants possible les uns avec les autres et qui s'enrichissent l'un de l'autre au fur et à mesure des expériences, parce que de toute façon, chacun son métier. Ouais, c'est ça. En fait, on arrive à travailler au fur et à mesure sur des process et sur des workflows entre agence web et agence SEO, et c'est tout l'intérêt de travailler ensemble et le plus souvent possible avec Cybercité, c'est qu'on on arrive à se comprendre, on arrive à mettre en place des choses, entre nous. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une refonte, c'est jamais la même. D'un site à l'autre, d'un annonceur à l'autre, on n'a jamais les mêmes problématiques. Alors même si sur le SEO, on a toujours des choses qui reviennent assez régulièrement, on n'a jamais les mêmes deadlines, on n'a jamais les mêmes impacts en fonction de ce que peut demander l'annonceur. Donc aujourd'hui, maintenir en fait cette On a perdu la On a perdu connexion. Benjamin. cette qualité de suivi et cet échange. Vous m'entendez? Ouais, on a perdu un bout de ce que tu as dit, mais Ah mince. je suis sûr que c'était super. Ouais, écoute. Du coup, on va quand même enchaîner. Désolé pour le bout de phrase qu'on a loupé. Pour les quelques takeaways, on ne va pas tous vous les redire parce qu'on a déjà dit et répété beaucoup de choses, mais si on doit résumer les quelques points vraiment essentiels de ce qu'on a dit aujourd'hui, les questions de choix de plateforme en fonction des besoins, bien connaître ses objectifs, c'est vraiment primordial. Le discours en amont, bien entendu. Et puis, je pense que vraiment, si on doit retenir un truc, c'est cette com en amont et ce niveau de transparence et de niveau d'information. Ouais, exactement. De la transparence, de la visibilité et surtout de bonnes prises de décision et bien fixer ses objectifs. C'est ça. Plus le point qu'on n'a pas évoqué et qui est noté dans la slide sur la continuité statistique, on parlait de bien connaître l'existant, il faut aussi bien connaître le point d'arrivée, de pouvoir les comparer, parce que quand on compare des choux et des carottes, c'est compliqué de savoir si on a réussi sa refonte. J'aime beaucoup cette expression pour conclure, ça me paraît super. Ouais, ça m'a été inspiré par Pierre Lapin. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on vous invite évidemment à continuer le petit marathon des 3 jours du marketing digital. Merci Benjamin et DND en tout cas pour d'avoir répondu à l'invitation. Et puis bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Merci Benjamin, merci Alban. On se retrouve pour la dernière conférence de la journée, mais pas de l'événement bien sûr, avec du coup Manon Roussia et Émilie Cerisier de Cybercité qui vont nous parler de comment combiner une stratégie de notoriété et de performance pour lancer son site ou sa marque. À tout de suite. Merci encore Alban et Benjamin. Merci. Merci. Au revoir.